Bienvenue à cette troisième édition de la Journée de l'enfance organisée par la mairie de Bastia et la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Corse. Alors, thème choisi cette année, le développement du cerveau de l'enfant, du bon usage des images et des technologies nouvelles, avec des conférences tout au long de cette journée. Je laisse tout d'abord la parole à monsieur Pierre Savelli, le maire de Bastia. Merci. On parle toujours, nous, dans notre engagement de l'émancipation de l'individu, et comment faire pour que chaque individu puisse se développer dans toutes ses composantes. Le cerveau en fait partie, mais il y a aussi le développement physique, tout ce qui peut concerner l'individu. Je vais essayer de me joindre à vous à midi. Bonne journée, bon travail. Si ce n'est pas à midi, je vous dis à l'année prochaine, puisque tous les ans, il y aura ce genre de journée sur un autre sujet. Je vous remercie et bonne giornata. Place tout de suite au docteur Anthony Sanchez pour cette première conférence sur le thème « Le cerveau de l'enfant, comprendre son fonctionnement ». Bonne matinée. Bonjour à tous. Alors, ce matin, première partie. Alors, on va commencer d'abord par le cerveau. Il faut comprendre comment est constitué le cerveau pour bien appréhender les étapes du développement et éventuellement des troubles du développement. Alors, sur la gauche, vous avez la face externe du cerveau. Vous avez tout ce qu'on appelle le cortex. Et en dessous, vous avez la moelle épinière, après qui va descendre par ce qu'on appelle le pont. Et ensuite, le cervelet qui permet d'avoir l'équilibre. Ça, c'est la face externe. Donc, devant, vous avez le lobe frontal. Vous avez le lobe temporal, qui est juste ici. Vous avez le lobe pariétal et le lobe occipital. On va revenir sur toutes ces notions et vous expliquer à quoi servent tous ces lobes et les différentes aires qui existent dans ces différents lobes. À savoir que le cerveau, il y a deux hémisphères. Un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Ça, c'est très important parce que pour le langage, par exemple, il y a une spécialisation hémisphérique qui se trouve à gauche. Alors, on rentre un peu plus en détail dans le cerveau. Vous avez donc, toujours pareil, lobe frontal, occipital, etc. Et on commence un petit peu à voir qu'il y a différentes fonctions en fonction de la localisation cérébrale, que ce soit la motricité en violet, que ce soit la perception, l'orientation en bleu. Donc la perception, vous avez derrière en bleu, en postérieur, vous avez donc le lobe occipital, c'est quand vous voyez l'information, elle est transmise derrière et elle est traduite derrière. Pour l'orientation, c'est toujours dans la zone bleue, c'est au niveau visio-spatial, c'est savoir se diriger sans se prendre les portes, etc. Et vous avez une zone du langage écrit, en jaune ici. Et vous avez des tas de zones beaucoup plus complexes. Alors ce matin, c'est la petite enfance. Donc, les fonctions exécutives que vous voyez en vert, c'est vraiment au niveau frontal, c'est la dernière à se développer, donc on ne va pas en parler des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est quoi ? C'est s'adapter à son environnement, c'est planifier une tâche. Quand on a un changement de consigne, on arrive à s'adapter, ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Ça, c'est à partir de 6 ans qu'on peut évaluer les fonctions exécutives. Donc, on va se focaliser surtout sur la motricité, sur le langage oral, essentiellement. Nos partenaires principaux sur cet événement, c'est la CAF, avec lesquels on a quand même en commun le bien-être des enfants, le bien-être des familles. Voilà, donc c'est quand même important de le dire et de redire. Et puis là, comme on le voit, en plus, il y a un petit peu, parce que quand on parle d'écran, de fascination des enfants pour l'écran, il faut être aussi capable à un certain moment de les intéresser à autre chose ou de s'intéresser en même temps qu'à autre chose. Et là, justement, ce que nous propose la bibliothèque, c'est plein, je dirais, de contre-exemples, de contre-activités et qui sont ludiques, intéressantes, qui sont belles. Voilà, et donc c'est intéressant de la voir. Et puis il y a aussi donc les livres, toute la biographie, pas toutes, parce que je pense qu'on n'a pas tout, mais grâce à la médiathèque qui a organisé toute la partie, je dirais, livres et dédicaces, eh bien on a quand même aussi les livres et les références si on veut approfondir le sujet. Alors quand doit-on s'inquiéter si un enfant ne marche pas à 20 mois ? Oui, parce que c'est entre 9 et 18 mois, on s'inquiète, c'est pas forcément pathologique, on a des enfants qui ont des problèmes de coordination, bon ça arrive, on les suivra et on verra. Il n'y a pas forcément une pathologie, il y a peut-être un trouble. Si un enfant ne soit pas à 8 mois, non, ça peut être 9 mois, mais ça peut être aussi 9 mois et demi, c'est dans le 9e mois. Hein. Si un enfant ne fait pas de 4 pattes, non, on dit qu'il pouvait bouger comme il voulait. Si un enfant ne tient pas sur un pied à 5 ans, oui, parce que c'est avant. Si un enfant ne sait pas faire ses lacets à 5 ans, non, parce que c'est vers 6 ans qu'on peut. Alors la coordination, en ce qui concerne la motricité, ça met en jeu ces zones-là du cerveau qui vont se connecter.
Par exemple, bon, celui-là je passe, on va prendre celui-là, taper un clou avec un marteau. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est. En gris, là, vous avez le marteau. Il faut se dire à quoi sert le marteau. C'est à quoi ça sert. Une fois que, mais ça, vous ne le réfléchissez pas, c'est dans votre cerveau que ça se passe. Hein. Chaque fois, vous n'allez pas vous poser c'est quoi, c'est un marteau, à quoi ça sert. Non, c'est dans votre cerveau. Donc le marteau, ensuite ça passe en haut, là où c'est rouge et que c'est bleu. Là, c'est plus le visio-spatial. C'est qu'est-ce que je dois faire comme oscillation pour taper sur un clou. Et ensuite, vous allez passer, vous connecter avec ce qui est en jaune, c'est la motricité. Paf, vous tapez. Vous transformez une image mentale, vous la transformez petit à petit en ce que vous voulez faire. Alors il faut différencier deux choses. Les actions qui sont conscientes, elles sont devant, c'est conscient, et les actions inconscientes. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont les engrammes, votre dictionnaire du visio-spatial. Quand vous servez à boire, vous pouvez tenir le téléphone et parler et servir, mais sans réfléchir à ce que vous allez faire. C'est déjà imprimé dans votre cerveau. Alors, droite-gauche, 4-5 mois, on utilise les deux mains, comme il fait le petit là. C'est le premier signe de coordination. Utiliser les deux mains. 6-8 mois, on passe les objets d'une main à l'autre. À 18 mois, on ne va pas coordonner, j'aime bien ce terme de coopération, c'est-à-dire qu'on a deux objets différents, mais on va coopérer entre les deux mains. On coopère pour un but précis, coopération bimanuelle. Et de 3 à 6 ans, on peut changer transitoirement, droite, gauche, c'est pas fixe, c'est plus vers 6-7 ans où on sait que, bon, bien sûr, à 4 ans, il peut être, déjà avoir choisi, et vous allez dire, on le sait depuis longtemps, oui, mais certains enfants, on change d'avis. Alors, le langage chez l'enfant, d'abord, c'est les voyelles avant les consonnes. Entre 6 et 10 mois, c'est la sensibilité aux voyelles. Et après, c'est plus les consonnes. C'est pour ça que l'enfant, il fait et ensuite, c'est que on utilise les consonnes. Et avant 2 ans, les règles phonologiques sont connues. C'est PA, ça fait pas, BA, ça fait bas, c'est comme ça, mais il n'a pas conscience. Attention, il n'a pas conscience de ça. Hein. Ça, c'est très, très, très important. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est avant 2 ans, après, comme c'est connu, il saura que PRCHZ, ça n'existe pas en français. Ça n'existe pas. Puisque c'est à 2 ans, les règles, elles sont connues, c'est comme ça et c'est pas autrement. D'où, si vous voulez apprendre à un enfant à parler une autre langue, par exemple pour l'anglais, entrer en 6e, voilà quoi, c'est pas excellent, quoi. C'est pas dès la naissance, mais en gros presque, quoi. Comme ça, il perd pas, parce qu'en fait, c'est universel. Son cerveau, il est construit pour parler toutes les langues. Pas que l'être humain sait qu'il y a plusieurs langues, mais tout simplement parce qu'après, on va élaguer, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si vous voulez que votre enfant parle bien corse, c'est très tôt qu'il faut lui apprendre. Il ne faut pas lui apprendre à 5-6 ans, il faut apprendre très tôt. Parce que comme ça, il ne va pas perdre des choses, des petits phonèmes. Les phonèmes, c'est les petits sons qu'on entend quand on parle. Alors le langage, d'abord l'écrit de 0 à 2 mois, ça vous le savez, surtout la nuit. Les vocalisations, ça y est, le cri c'est terminé, on n'est plus dans quelque chose d'un peu plus construit, on petite vocalise, ça aussi des fois ça peut être intense, l'intensité importante. Babillage, c'est la répétition syllabe, 6-8 mois, les premiers mots à 10-13 mois. Et l'explosion lexicale, c'est entre 12 et 30 mois, entre 1 an et presque vers 3 ans. Alors là, votre enfant vous étonne même parce que de plus en plus de mots, tout le temps. Donc ce que vous allez lui dire, il va les répéter. Donc par conséquent, maintenant que vous savez que le cerveau, il va élaguer à 2 ans, c'est maintenant l'explosion lexicale. Il faut lui en donner beaucoup. Il veut apprendre. Et comme ça, il ne perd pas toutes ses connexions. L'association de mots, c'est à 20 mois. En tout cas, à 2 ans, il faut savoir associer des mots, ça c'est indispensable. Et des phrases avec le « je » à 36 mois. J'ai oublié le nom qui arrive un peu plus tôt, ça vous savez. Il y a des périodes critiques, celle-là et celle-là. Mais ça, on reviendra tout à l'heure après la pause sur ces périodes critiques. Je vous remettrai le même schéma, comme ça sera simple. Juste pour vous montrer l'explosion lexicale, regardez, de 12 à 18 mois, il y a environ une 50aine de mots. Bon, là, vraiment, on a été sur cette étude, voilà, parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas beaucoup de mots. Hein. Et ensuite, ça explose, pouf, jusqu'à 500 mots à 30 mois. Réponse. Absence de gazouillis à 5 mois. Oui, évidemment, hein, c'est beaucoup plus tôt. Hein. Absence de répétition de syllabes à 6 mois. Non, c'est 9 mois. Si on ne répète pas les syllabes à 9 mois, il faut se poser des questions. Absence de mots à 9 mois. Non, les mots, c'est vers 12 mois. D'abord, là, on répète des syllabes. Le premier mot, en général, c'est papa, alors que c'est maman qui s'en occupe le plus souvent. C'est comme ça, parce que c'est plus simple, papa, que maman. C'est pas pareil, c'est pas la même syllabe, maman.
Papa. Absence d'association de mots à 24 mois, oui, ça c'est clair. Hein, quand on n'associe pas les mots à 24 mois, ça interpelle. Et l'absence de jeu à 3 ans aussi, ça interpelle. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre en place l'orthophonie, le machin. Non, il faut analyser tranquillement. Est-ce que peut-être dans l'assistance, il y a peut-être des personnes qui ont des questions à poser par rapport à des enfants peut-être qui ont des petits soucis, qui se développent peut-être difficilement? Bonjour. Je voudrais savoir si certains troubles 10 sont induits par tout ce qui est nouvelle technologie. Non. Non, c'est un trouble développemental, c'est un problème de connexion dans le cerveau. Mais ce que je vous disais, vous avez l'ontogénèse. L'ontogénèse, c'est vous avez un individu inné, il y a la génétique qui se construit. Vous avez l'épigénèse. Donc l'épigénèse, c'est quoi? C'est ce que vous allez faire à l'extérieur, ce que vous allez lui montrer, comment vous allez le stimuler, etc. Un enfant qui sera dyslexique, par exemple, si vous savez, imaginez, vous êtes dyslexique, vous savez que votre enfant va l'être, parce qu'il y a plus de facteurs de risque d'être dyslexique. Si vous le savez, que vous ne faites rien, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il n'y a pas que la dyslexie dans votre tête qui ne va pas. Enfin, je suis entre guillemets, attention, voilà. C'est qu'il faut le stimuler. On le sait que les études le montrent. Donc si vous le mettez devant des tablettes, ça il en parlera le docteur Tisserand, je ne connais pas l'étendue de son travail, même si j'ai lu 2-3 trucs, les tablettes, ça va prendre le temps, en fait, à autre chose. Donc un enfant, il faut qu'il tourne les pages, il faut qu'il lise, il faut que vous lui lisiez des histoires, il faut lui faire des comptines, apprendre des rimes, des choses comme ça. Les 2 conférences qui vont avoir lieu dans quelques instants vont être également ouvertes au public. 2 conférences du docteur Serge Tisserand qui est avec nous, voilà, qui est là et qui va monter dans un moment sur cette estrade derrière ce micro pour ces 2 conférences. Alors je vais vous le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce qui est rare. Psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie de technologie, chercheur de l'Université de Paris 7, auteur de nombreux ouvrages. Je vais vous en citer quelques-uns. Y a-t-il un pilote dans l'image, manuel à l'usage des parents et dont les enfants regardent trop la télévision? Voilà, on est en plein dans le sujet. Grande époque de la télévision. Grande époque de la télévision, les dangers de la télé pour les bébés, grande époque. Faut interdire les écrans, tous les écrans. On va en parler, tablettes, Internet, enfants sous influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents? Et puis les bienfaits des images, comme quoi de temps en temps. Mais j'ai voulu faire une note de contrepoint à une époque où tout le monde prenait l'habitude de dire le plus grand mal des images. Il m'a semblé important de rappeler qu'elles pouvaient nous apporter beaucoup. On va voir ça dans quelques instants avec vous. Bien, écoutez, merci de cette invitation à échanger avec vous parce que, comme ça vous a été dit, nous aurons un grand temps de questions. Donc, je vais essayer de ne pas occuper trop de temps avec ma présentation pour qu'on puisse répondre à vos préoccupations, aussi précises puissent-elles être. Alors, les effets du cerveau chez l'enfant, je vais d'abord prendre un petit peu de temps pour vous évoquer quand même le changement de culture que nous sommes en train de vivre. Il est assez difficile de savoir si on peut rapporter les grands bouleversements actuels à des changements cérébraux ou simplement à des changements dans l'utilisation du cerveau. Vous savez qu'il faut beaucoup de temps dans l'évolution pour que le cerveau évolue. En revanche, le cerveau, on l'a vu ce matin, comporte beaucoup de zones qui ont des capacités nombreuses et donc certaines capacités cérébrales jusqu'ici peu exploitées dans la culture du livre, la culture traditionnelle, se trouvent extraordinairement stimulée et exploitée dans la nouvelle culture qui est la culture des écrans. En même temps, il y a quelques années, j'avais tendance à opposer la culture du livre et les capacités qu'elle encourage chez l'enfant, chez l'adulte, à la culture des écrans qui encourage d'autres capacités. Mais il faut bien reconnaître que depuis quelques années, nous vivons un métissage important entre ces 2 cultures et la culture des écrans, notamment pour ce qu'elle avait apporté de valorisation des relations horizontales, des coupés-collés, des juxtapositions. C'est une culture qui s'installe de plus en plus sous le signe de la narrativité, c'est-à-dire le signe de la construction historique, qui est une particularité de la culture du livre. Donc d'abord, je vais vous dire quelques mots de ces 2 cultures, et puis ensuite on verra de 0 à 3 ans, dans la première partie de cette intervention, comment les choses sont en train de se modifier.
Alors cette nouvelle culture, j'ai essayé de la concrétiser de cette façon-là. Et vous voyez d'abord une bibliothèque papier, telle qu'on l'a tous connue il y a 20 ans, ou certains en ont encore. Les premières mises en forme sur les écrans d'ordinateur. Un smartphone aujourd'hui, vous savez que les ados ont un très grand nombre d'applis sur leur smartphone, mais vous savez sans doute que ce modèle de visualisation de nos repères de consultation, cette forme de visualisation va être battue en brèche par le développement des chatbots, c'est-à-dire des robots de communication verbale, et il est probable que dans quelques années, nous n'aurons plus ces téléphones mobiles bourrés d'icônes, mais nous aurons une petite oreillette, probablement à peine visible, et un petit micro également à peine visible, qui nous permettra de communiquer en permanence avec un boîtier qu'on aura dans la poche ou ailleurs, et nous interagirons avec nos outils numériques par la voix et par l'audition, et plus du tout par des repères visuels. Donc l'importance accordée aujourd'hui au visuel dans l'utilisation des outils numériques est probablement un repère ponctuel, et probablement nous allons entrer dans une culture qui va à nouveau donner une très grande importance à l'oralité, c'est-à-dire à la communication verbale. Alors cette nouvelle culture, il faut comprendre que cette culture des écrans, dans l'état actuel des choses, parce que la culture des chatbots va provoquer encore d'autres bouleversements. Des chatbots, encore une fois, robots de communication verbale, robots virtuels, robots de conversation. Mais aujourd'hui, dans la pratique quotidienne que nous avons des outils numériques, donc de ces smartphones, de ces outils avec lesquels nous interagissons par des interfaces visuelles, eh bien, il y a 4 grands bouleversements qui sont en train de générer une relation nouvelle de chacun avec les autres, avec lui-même, et notamment des jeunes enfants avec eux-mêmes et avec l'environnement. Donc, je vous ai classé 4 grands bouleversements, vous voyez, dans la relation au savoir, aux apprentissages, fonctionnement psychique, lien et sociabilité. Le maire de Bastia, il dit souvent quand il reçoit des enfants que tous les enfants de Bastia, il les considère un petit peu comme ses enfants. Mais j'allais dire que le travail qu'on fait, on le fait pour que ça puisse rayonner, que ça intéresse les gens, au moins au niveau du territoire de la Corse. C'est important de le faire, parce que la ville du coup rayonne aussi. Alors, nous on sait que combien cette ville a été un petit peu mésestimée, sous-estimée, méconnue, tout ça. Donc aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres, notamment l'Albor ou le théâtre de Bastia, on peut faire de grandes manifestations, intéresser beaucoup de monde. C'est une joie pour nous, je pense que c'est une joie pour tous les participants. Donc nous sommes comblés, et voilà, et tous les ans on fera au moins une journée autour de la petite enfance et d'autres journées autour d'autres sujets, mais ça c'est particulièrement important pour nous parce qu'on dit toujours que l'enfant d'aujourd'hui c'est l'adulte de demain, et alors ça passe par la santé, l'apprentissage, et tout ça pour arriver à des individus qui arrivent à être émancipés, et l'émancipation ça passe par là. Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'utilisation des tablettes à l'école maternelle et éventuellement ce qu'on pourrait en faire à l'école maternelle. Oui, alors on peut faire beaucoup de choses avec les tablettes, mais à condition d'avoir des enseignants bien formés. Voilà. Et moi, je dis toujours aux municipalités, il faut diviser le budget dont vous disposez aux communes, ou diviser le budget aux régions, ou diviser le budget en 2, moitié pour l'équipement en objets numériques et moitié pour la formation des enseignants. Et il faut comprendre aussi, alors ça j'ai donné beaucoup d'interviews là-dessus, mais il faut comprendre aussi que les enseignants, évidemment, vont devoir réfléchir à l'utilisation qu'ils vont faire des tablettes, mais qu'il n'y a de révolution numérique, si on en garde le mot de révolution, mais discutable, on va le garder, il n'y a de révolution numérique réussie, c'est-à-dire d'introduction du numérique à l'école réussie, que s'il y a d'abord une révolution pédagogique. Ça veut dire qu'il faut d'abord repenser l'enseignement, introduire dans l'enseignement les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Wikipédia, c'est qu'on va travailler ensemble, on va faire du tutorat, on va faire de la classe inversée. Voilà, l'enseignant va découvrir que ses élèves ont la capacité de s'autoréguler pour un certain nombre d'activités, que l'enseignant n'a pas toujours à imposer son autorité pour que les élèves s'y soumettent, mais que les élèves ont une capacité d'autorégulation, même si au début elle est un peu compliquée à mettre en place, au bout de 3 mois, l'expérience montre qu'ils y arrivent. Donc il faut d'abord faire
il faut d'abord transformer le regard que les enseignants portent sur leur classe, il faut transformer la manière dont les enseignants travaillent avec leurs élèves, donner plus de place, encore une fois, au collaboratif, au tutorat, aux exercices collectifs, à la classe inversée, et au débat, aux controverses, voilà. Et après, quand tout ça est en place, je dis bien après, on voit beaucoup mieux dans quelles activités la tablette peut être sollicitée et dans quelles activités elle est inutile. Mais s'il n'y a pas d'abord cette révolution éducative, pédagogique, on passe complètement à côté de la spécificité de l'utilisation de l'outil numérique. L'outil numérique n'est là que pour réaliser mieux la révolution pédagogique. Mais si la révolution pédagogique n'a pas été mise en place avant l'introduction des tablettes, eh bien on risque de tomber dans des systèmes, vous savez, au lieu chaque enfant, au lieu d'être devant un cahier, est devant une tablette. C'est la plus grande absurdité, c'est rater le coche, quoi. On vous a écouté sur 2 conférences. On se rend compte, si vous ne connaissez pas vraiment Serge Tisseron au départ, que vous n'êtes pas un farouche opposant à tout ce qui est technologie, mais dans un usage raisonné et raisonnable, sauf peut-être pour la tranche 0-3 ans, où là, voilà, ça devient trop. Ce que vous préconisez, et ce qu'on pourrait préconiser, c'est quoi? C'est le retour aux fondamentaux à certains moments, c'est-à-dire lecture et surtout échange en famille. Ce qu'on a peut-être perdu aujourd'hui, c'est des valeurs qu'on a peut-être perdues. Oui, alors on a parlé ce matin des compétences exécutives, hein, c'est très important. Apprendre à attendre, apprendre à formuler, apprendre à différer la situation, apprendre à communiquer avec l'autre, à échanger des idées, tout ça. Et donc c'est toutes ces compétences qu'il faut développer. Et donc quand on les développe à travers une activité sportive, à travers une activité culinaire ou à travers l'utilisation d'un espace numérique, c'est toujours ces compétences-là qu'il faut viser. Et de ce point de vue-là, il y a un temps pour faire la cuisine et pour en parler, et rigoler, échanger, voilà, et un temps éventuellement pour faire une appli sur la tablette, en parler, rigoler, échanger, un temps pour jouer au ballon, rigoler, en parler, échanger. Voilà. On a peut-être perdu ça aujourd'hui, justement, ces fondamentaux. On a peut-être perdu ça aujourd'hui. Oui, et parce que je pense beaucoup de gens ont été amenés à privilégier les avantages de la communication à distance autour de centres d'intérêt partagés sur la communication de proximité. Mais la communication de proximité offre un grand nombre de satisfactions qui sont de nature différente et qu'on a tout intérêt à redécouvrir parce que la personne qu'on a en face de nous ne nous dit peut-être pas tout de suite ce qui l'intéresse, mais que si on commence à parler, on peut découvrir souvent qu'on a beaucoup plus de choses à échanger avec des gens que ce qu'on l'imaginait. Et il y a d'ailleurs des personnes qui disent si vous craignez de vous ennuyer avec quelqu'un, faites-le parler de son travail. Et en général, les gens, quand ils parlent de leur travail, ils deviennent intarissables, ils vous apprennent plein de choses, ils vous font découvrir un métier, voilà quoi. Demandez à un pêcheur de parler de son travail ou de son hobby, si c'est un hobby, voilà, un mécanicien de parler des moteurs, vous apprendrez plein de choses, plus qu'en allant sur Wikipédia. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut se sortir de l'idée que la compréhension du nouveau monde doit forcément passer par l'utilisation des outils du nouveau monde. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre comment fonctionnent les ordinateurs, plutôt que d'aller sur Wikipédia, mettez plutôt un post-it dans votre entreprise ou dans l'école en disant y a-t-il un informaticien parmi les parents d'élèves qui aurait la gentillesse de m'expliquer comment fonctionne un ordinateur? Je suis sûr que vous en aurez un qui va vous dire moi je veux bien, mais peut-être pas à vous tout seul. On va faire une petite réunion à l'école et j'expliquerai à tous les parents intéressés comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne l'intelligence artificielle. Il y a des tas de personnes ressources autour de nous. Le grand problème, c'est que nous ne les connaissons pas. Et plus nous restons le nez sur nos tablettes et nos smartphones, moins nous les découvrons. Et moins nous les découvrons, plus nous perdons de vue que ces personnes-là existent. C'est pour ça qu'il faut être curieux des gens pour découvrir comme ça toutes les personnes ressources qui nous entourent et qui peuvent être d'excellents guides dans la compréhension des outils numériques pour nous et pour nos enfants. Serge Tisseron, merci. Merci. La 3e édition donc, des Journées de la petite enfance organisée par la mairie de Bastia et la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Corse s'achève avec ces 2 conférences du docteur Serge Tisseron. Merci d'être là. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et notamment le grand public, on va remercier également le docteur Anthony Sanchez, pédiatre spécialisé en neuropédiatrie qui était là ce matin, voilà, qui a animé 2 conférences.
Merci à tous, également à vous, pour ce déplacement en Corse. Et puis, grâce à vous, grâce à lui, peut-être que ce soir, il y a des enfants qui n'auront pas de tablette, pas de téléphone portable. Et je pense qu'ils vont vous dire... Non, des enfants qui auront beaucoup d'autres choses que des tablettes. Non, voilà. c'est pas de tablette, pas de télé, ils auront beaucoup d'autres choses. Alors d'ailleurs, il y a une extraordinaire, je sais pas si il y a toujours lieu, il y avait une extraordinaire exposition de jeux de société, là, de la médiathèque, avec des jeux magnifiques à gauche en sortant. Alors regardez, il y a vraiment des choses super, super motivantes, quoi. Ça fait regretter de ne pas être un petit, mais enfin, on peut le redevenir aussi. Hein. Voilà, et vous pourrez rencontrer le docteur Tisseron à la sortie, si vous voulez faire dédicacer l'un de ses ouvrages. Merci, à bientôt, à l'année prochaine.